Bonjour et bienvenue sur le podcast Venu d'ailleurs, le podcast où nous parlons de la recherche en astronomie et en astrophysique avec une première saison dédiée à la recherche de vie ailleurs. Nous sommes Lucie Lebouleux et Franck Celsis et nous vous proposons d'embarquer pour l'épisode 4, Un nouvel espoir. Si les surfaces du système solaire se révèlent pour l'instant stériles, les exoplanètes offrent une autre opportunité de chercher la vie. Notre mission du jour, si vous l'acceptez, explorer ces nouveaux mondes étranges et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. Notre destination, des étoiles naines, des marées colossales, de la bière belge, mais surtout de l'eau. Et pour cela, nous aurons deux guides. Emeline Bolmont, qui est professeure à l'Université de Genève, où elle préside le Centre pour la vie dans l'univers. Elle est spécialiste des mouvements des planètes et climatologue pour Exoplanète. Et nous avons aussi Martin Turbet avec nous. Il est chercheur au CNRS, au laboratoire de météorologie dynamique de l'Institut Pierre-Simon Laplace à Paris. Et il est également affilié au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. Il est spécialisé dans l'étude des atmosphères de planètes de type terrestre, qu'elles soient dans le système solaire et en dehors. Bonjour à tous les deux. Bonjour. 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 Avant de parler d'habitabilité, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur ce que nous savons de la population d'exoplanètes ? Emeline, par exemple. Oui, avec plaisir. Donc déjà, on peut donner un nombre. On a détecté à ce jour plus de 5000 de ces exoplanètes, donc des planètes qui orbitent d'autres étoiles que notre Soleil. Et ces découvertes ont été faites avec deux méthodes, on va dire, principales qui ont abouti à la majorité de ces détections. Donc il y a la méthode de transit où la planète passe devant son étoile et on observe une baisse de luminosité de l'étoile. Une sorte d'éclipse. Voilà, une sorte d'éclipse, tout à fait. Et puis aussi la méthode des vitesses radiales, qui est d'ailleurs la méthode historique qui a permis à mes collègues d'ici, de l'Observatoire de Genève, de découvrir la première exoplanète qui était 51 Pégasi b. Et donc cette méthode des vitesses radiales, en fait, elle consiste à détecter le mouvement de l'étoile dû à la présence de la planète. Et donc voilà, avec ces deux méthodes, on a réussi à détecter plus de 5000 exoplanètes qui se situent toutes dans notre propre galaxie, dans la Voie lactée. La plupart d'entre elles, on les découvre entre guillemets pas très loin de chez nous. On va dire que ça reste le voisinage galactique immédiat. Certaines d'entre elles, quand même, on a détecté des planètes assez loin vers le centre de la galaxie. Donc c'est en termes astronomiques, on dit par exemple 10 km par sec, donc c'est la distance du centre galactique. Et si vous voulez avoir je sais pas, une idée un peu plus concrète de ce que ça représente, donc c'est 2 milliards de fois la distance entre la Terre et le Soleil. Ah, ça fait beaucoup. Donc ça fait beaucoup, ouais, ouais. Et donc, mais la plupart, voilà, la plupart des planètes, on les a vraiment détectées dans notre voisinage. Peut-être une des choses assez exceptionnelles que cette découverte des exoplanètes a amené, c'est en fait que la plupart des planètes qu'on détecte, ce sont ce qu'on appelle des super-Terres ou des mini-Neptunes. On va en reparler un peu par la suite, je pense. Donc c'est des planètes qui sont un peu plus grosses que la Terre, donc qui sont soit rocheuses, soit comme des planètes, comme Neptune, mais en plus petit, d'où le nom mini-Neptune. Et en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est que ces planètes, qui sont a priori les plus abondantes qu'on découvre, elles n'existent pas. Ce type de planète n'existe pas dans notre propre système solaire. Donc c'est vrai que la découverte des exoplanètes a permis aussi un peu de remettre en perspective notre propre système solaire et qu'on ne fait peut-être pas partie de la norme, entre guillemets. Alors du coup, quand on détecte une exoplanète, une question qu'on peut se poser assez rapidement, et surtout le grand public, c'est est-ce qu'elle pourrait être habitable ? Et est-ce que vous pourriez, dans ce contexte, définir qu'est-ce que ça veut dire habitable ou potentiellement habitable ? Oui. Alors, en fait, quand on parle d'habitable, potentiellement habitable, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a une conception très anthropocentrique, entre guillemets, plutôt très terrocentrique. Donc, en fait, on pense à une habitabilité telle qu'on l'a sur Terre. Et donc, on parle d'environnement qui soit ni trop chaud ni trop froid, pour lesquels on puisse avoir, par exemple, de l'eau liquide. On cherche des planètes, en gros de la taille de la Terre pour avoir une surface solide pour que cette eau liquide puisse reposer. On parle d'une source d'énergie qui serait typiquement un soleil. Et puis, il nous faut des éléments chimiques pour lesquels, qui sont nécessaires à la vie. Donc par exemple le carbone, l'hydrogène,
l'azote, l'oxygène, etc. Et donc finalement, ce qu'on imagine comme monde habitable, voilà, c'est des choses c'est des planètes, voilà, qui ont ces caractéristiques, mais autour d'autres étoiles et donc à voir si, être autour d'une autre étoile, ça change des caractéristiques importantes, de ce que j'ai dit. Mais, c'est ça l'idée, globale de, voilà, habitabilité. Après, c'est vrai que des fois, on imagine, surtout quand on discute, avec, le grand public, on imagine aussi, bah, il faut qu'il y ait de l'oxygène pour qu'un humain puisse respirer. Mais ça, c'est vraiment encore une 2e étape. On va dire que la première étape qu'on cherche, c'est vraiment, l'existence d'eau liquide sur une surface rocheuse et une source d'énergie, voilà, qui permettrait éventuellement, à de la vie, d'apparaître ou des choses comme ça. Oui, ces critères étaient déjà apparus dans des épisodes précédents où on avait parlé des critères, de la manière dont on recherche, la vie ailleurs et notamment dans le système solaire. Martin, est-ce que tu souhaites compléter? Ouais, un truc qui est assez intéressant à raconter autour de cette question, c'est que justement, si vous avez eu un podcast là-dessus, sur le système solaire, dans le système solaire, la définition, de l'habitabilité, elle est un petit peu différente, même si elle s'appuie sur les mêmes, «bases» entre guillemets, que celles, qu'on utilise dans le domaine des exoplanètes. Dans le système solaire, on essaie de chercher, par exemple, sur Mars, des régions à la surface ou dans la sous-surface de Mars, où on a à la fois existence, d'eau liquide, si possible, pas trop loin de la surface pour que, on puisse accéder aux photons, donc à l'énergie, et puis également un endroit, si possible, où on détecte, ces fameux, nutriments, donc le carbone et cetera, l'oxygène, l'azote, et cetera, qui sont les briques élémentaires, on va dire du vivant, hein, tel qu'on le connaît sur Terre. Et donc ça, ces 4 ingrédients-là, ils définissent un petit peu les critères de base pour définir qu'un site, par exemple, sur Mars est potentiellement habitable. Et c'est une des questions, par exemple, ont essayé de répondre les rovers qui se sont posés à la surface de Mars. Dans le cas des exoplanètes, en fait, on a simplifié la question à simplement l'existence d'eau liquide en surface. Je pense pour 2 raisons. D'abord parce que c'est difficile à distance, en tout cas en l'état, de pouvoir définir certains des critères. Par exemple, mesurer l'existence de carbone, d'oxygène, d'azote, de tous ces éléments constituants du vivant. Pour l'instant, on commence peut-être à pouvoir y accéder, mais pour l'instant, c'est compliqué. Et donc, on a résumé cette question finalement à est-ce qu'une planète peut avoir de l'eau liquide à sa surface ou pas? Et donc, l'habitabilité, finalement, les notions de l'habitabilité sont les mêmes à la base, ce qui est défini en système solaire pour les exoplanètes. Mais les conditions dans la pratique des définitions qui sont utilisées dans les 2 domaines sont un petit peu différentes et sont plus simplifiées pour ces raisons pratiques dans l'étude des exoplanètes. Donc, vraiment simplifier à la question de est-ce qu'une planète possède de l'eau liquide à sa surface ou pas? Donc d'une certaine façon, une exoplanète, sur laquelle, ce qui n'est pas encore le cas, on aurait démontré qu'il y a de l'eau liquide à la surface. Elle serait habitable selon notre critère très généreux, d'exoplanétologue. Et si elle a des caractéristiques qui le permettent, qui ne l'interdisent pas, comme sa taille ou son insolation, là, elle est potentiellement habitable. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Parce que c'est vrai que même si on est potentiellement habitable, c'est-à-dire que potentiellement on peut avoir des conditions qui permettent la présence d'eau liquide à la surface, il se pourrait très bien que la planète, n'ait pas d'eau du tout. Et du coup, même si potentiellement on peut avoir de l'eau liquide, on pourrait juste ne pas en avoir. C'est pas par, impossibilité, mais juste parce que l'eau a disparu, par exemple, de la planète, elle s'est échappée, et cetera. Et justement, donc, ces critères-là, ont amené à une notion peut-être mal nommée, vous allez nous en parler, qui est celle de la zone habitable et sur laquelle vous avez travaillé, tous les 2. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, cette notion? Martin, par exemple. Bah oui, la zone habitable, c'est un concept qui est certes mal nommé, notamment parce qu'il y a une confusion entre la définition qui est utilisée dans le domaine de l'astrophysique. Donc, habitable, on définit dans le domaine de l'astrophysique et des exoplanètes comme étant vraiment simplement l'existence d'eau liquide. Donc, une planète habitable, c'est la d'eau liquide à sa surface. Une planète est dans la zone habitable s'il n'est pas interdit qu'elle ait de l'eau liquide à sa surface. Encore faut-il qu'elle ait une surface, bien sûr. Alors que dans le grand public, cette notion d'habitabilité, notamment de planète habitable, a un sens beaucoup plus concret et pratique. C'est une planète sur laquelle on peut se projeter, sur laquelle on peut y habiter en tant qu'espèce, entre guillemets. Donc, il y a, je pense, une confusion sur la dénomination de cette zone qui est effectivement mal nommée. Néanmoins, si on met ce point de côté, c'est une définition et une notion qui est très pratique parce qu'elle permet, au moins au premier coup d'œil,
d'avoir déjà une première idée quand on s'intéresse à une étoile et qu'on y découvre par exemple une exoplanète. Déjà d'avoir une première idée de est-ce qu'on se trouve à la bonne distance de l'étoile pour qu'il ne soit pas interdit que cette planète possède de l'eau liquide à sa surface et que donc cette planète soit potentiellement habitable au sens astrophysique du terme. Alors comment on définit cette notion ? Historiquement, on va dire que les critères les plus intéressants et les plus importants pour définir si une planète est dans cette zone, c'est déjà est-ce que cette planète peut posséder une surface ? Donc est-ce que cette planète est dans la bonne gamme de masse et de taille, entre guillemets, pour qu'on puisse y appliquer l'idée même qu'elle puisse avoir une surface de l'eau liquide, donc être habitable. Et puis il y a un deuxième aspect, un deuxième élément, et c'est il faut que ces planètes soient à la bonne distance de leur étoile pour que l'eau à la surface de cette planète, si l'eau existe bien sûr, se trouve pile dans le régime de température pour que l'eau soit sous forme de liquide. Donc l'idée, c'est que si une planète va être trop loin de son étoile, cette eau va commencer à geler. Si une planète est trop proche de son étoile, cette eau va s'évaporer, potentiellement totalement. Et donc on s'attend à ce qu'il y ait une zone quelque part entre ces deux limites, qu'on définit donc à ce stade comme étant la zone habitable, qui définit vraiment le régime d'insolation et aussi de masse et de taille de planète, où une planète une planète détectée, peut potentiellement avoir de l'eau liquide à sa surface, et donc être potentiellement habitable. C'est une notion qu'on va creuser ensemble. Emmeline, tu vois quelque chose à ajouter déjà à ce stade ? Je veux bien rajouter une petite chose ici, parce qu'en plus, avec Martin, on a encadré un étudiant en thèse qui a travaillé en fait sur la transition entre les planètes habitables et les planètes trop chaudes, avec donc cette transition qui s'appelle l'emballement de l'effet de serre. Et en particulier, ce qu'il a montré, et ce qui du coup aussi remet un peu en question ce concept de zone habitable, c'est que la limite à laquelle on passe d'une planète tempérée et agréable à une planète trop chaude dépend aussi fortement de la composition des atmosphères qu'on considère. Et donc, par exemple, cet étudiant qui s'appelle Guillaume Chabreau, il avait regardé l'influence de la pression, par exemple, d'azote de l'atmosphère sur la limite de cette zone. Et il a trouvé que ça influençait. Quand on parle de planètes en zone habitable, souvent cette zone habitable, elle est calculée avec une atmosphère terrestre, donc avec un cocktail de molécules qui est très semblable à ce qu'on a sur Terre. Mais il faut toujours garder en tête qu'en fait, suivant la composition de l'atmosphère, cette limite, elle peut se décaler vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Et donc, finalement, il n'y a pas une zone habitable, il y en a plein, suivant justement ce qu'on met dans l'atmosphère, mais aussi la rotation de la planète. Et donc, il y a plein de paramètres qui influent la capacité d'une planète finalement à avoir de l'eau liquide à sa surface. Tu as parlé, Emmeline, de la rotation. Alors, Martin, est-ce que tu peux nous en dire plus de comment la rotation joue sur la bonne position où trouver une planète qui ne soit pas interdit qu'elle possède de l'eau liquide ? Ouais, alors tout à fait. Donc, on voit dans le système solaire, par exemple, qu'on a tout un tas d'objets qui ont des rotations différentes, donc des périodes de rotation, des durées du jour qui sont différentes. En fait, on s'attend dans la population des exoplanètes qu'on ait encore plus de diversité de rotations possibles. En particulier, on pense qu'il existe un certain nombre de planètes, d'exoplanètes, qui sont tellement proches de leur étoile qu'on s'attend à ce que leur rotation soit en fait bloquée sur celle de l'étoile, donc avec une face en permanence éclairée, une phase dans la nuit éternelle. Donc ça correspond un petit peu au stade ultime d'une planète qui aurait une rotation assez lente. Alors, ce qu'on sait maintenant, c'est que cette période de rotation, elle est assez cruciale, notamment sur un certain nombre de processus de physique atmosphérique qui vont en fait affecter directement ou indirectement l'habitabilité d'une planète. Par exemple, on s'est rendu compte que dans le climat d'une planète ou d'une exoplanète, la position et la formation des nuages qui vont se former dans une planète est intrinsèquement liée à sa période de rotation. On sait par exemple que si on fait une expérience de pensée très simple, on prend la Terre par exemple et qu'on s'amuse à ralentir sa période de rotation. Donc aujourd'hui, sa période de rotation, elle correspond à une durée du jour d'à peu près 24 heures. Si on augmente cette période de rotation très fortement, ce qu'on va observer, c'est un des résultats vraiment de recherche de la communauté des scientifiques qui étudient ce genre de questions, ce qu'on va observer, c'est que les nuages vont avoir tendance à se former principalement du côté éclairé de la planète, ce qui va avoir un effet assez majeur
Ensuite, sur la stabilité du climat de ce genre de planète. Je donne un exemple. Une planète qui a une rotation très lente, par exemple, donc on vient de définir juste avant la zone habitable, se trouve dans un régime où elle peut maintenir de l'eau liquide à sa surface beaucoup plus proche de son étoile. Et donc, la zone habitable, en quelque sorte, de planète qui aurait une période de rotation lente, sera beaucoup plus grande en termes d'insolation minimum et surtout maximum pour la définition de la zone habitable. Et pour revenir à la composition chimique, Martin, les médias, ils ont récemment parlé de planètes ICN avec une atmosphère avec beaucoup d'hydrogène, qui pourrait avoir de l'eau liquide au-delà de la zone habitable telle que, comme Emeline l'a dit, telle que la Terre. Est-ce que vous pouvez parler de ces zones habitables pour planètes dites ICN? Oui, alors tout à l'heure, Ameline a mentionné au tout début de notre discussion que l'un des types de planètes les plus communs dans la galaxie, c'était justement des planètes de ce qu'on appelle le type mini-Neptune, donc des sortes de versions de petite taille de la planète Neptune et Uranus dans notre système solaire, donc une planète avec a priori un intérieur rocheux ou glacé entouré d'une enveloppe épaisse d'hydrogène. Et donc il y a eu un intérêt depuis maintenant pas mal d'années d'essayer d'étudier en plus de détails ces objets-là. Et ce qu'on s'est rendu compte à travers des études théoriques, c'est qu'il n'était pas impossible que ce type de planète-là, sous certaines conditions, puisse avoir sous l'enveloppe d'hydrogène un océan d'eau liquide, donc une enveloppe d'eau sous forme liquide, et donc qui puisse en quelque sorte coïncider avec les définitions d'habitabilité dont on a parlé jusqu'avant. Là où c'est assez intéressant, c'est que ces planètes de type mini-Neptune, c'est non seulement les plus abondantes dans la galaxie, donc ce qui veut dire que statistiquement, dans notre voisinage, on a de plus fortes chances d'en trouver, d'en observer, mais aussi il se trouve que ces planètes-là, de par leur composition atmosphérique et de par le fait qu'elles sont dominées vraiment par l'hydrogène et l'hélium, on pense, dans leur atmosphère, il se trouve que ce sont des planètes qui sont plus faciles à observer, et notamment, il est plus facile d'observer leur atmosphère. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'il a été proposé que si certaines de ces planètes-là sont effectivement des planètes ICN, donc des planètes potentiellement avec un océan de liquide et une enveloppe d'hydrogène autour, il soit plus facile d'observer leur atmosphère, qu'il soit plus facile, il soit en quelque sorte un raccourci pour essayer d'observer en premier, finalement, des planètes potentiellement habitables. Et donc, il y a eu dans la presse et dans les médias récemment notamment une excitation autour de planètes qui ont été détectées, par exemple une planète qui s'appelle K2-18b, qui est une planète de type mini-Neptune, tempérée, donc potentiellement dans la zone habitable de son étoile, et donc qui pourrait, au premier ordre, on va dire un petit peu naïvement, tomber dans ce régime de planètes avec une atmosphère d'hydrogène, un océan sous surface. Et il se trouve que ce qui est particulièrement intéressant avec cette planète-là, c'est qu'on a pu l'observer, notamment avec le tout dernier télescope spatial qui s'appelle le James Webb, dont on va probablement reparler plus tard. On a pu obtenir des spectres de la composition moléculaire de cette planète, et donc ça en fait finalement un laboratoire naturel potentiellement extrêmement intéressant. Alors, je pense néanmoins que pour le cas de cette planète-là en particulier, c'est pour l'instant un peu naïf de penser que cette planète-là puisse tomber dans ce régime, en particulier puisqu'il y a eu des avancées en fait théoriques assez importantes ces dernières années, qui ont permis de montrer qu'en fait, sur ce type de planète-là, du fait en particulier de l'effet de serre très très fort et très très important de l'hydrogène et potentiellement même de l'hélium présent dans cette planète-là, on s'attend en fait à ce que la condition et le régime d'insolation en fait qui permettent à ces planètes-là d'avoir de l'eau liquide en surface soient en fait à des insolations beaucoup plus faibles que celles qui sont définies dans la zone classique habitable. Et donc quand on prend en compte ces processus un petit peu compliqués, d'effet de serre, de processus qu'on appelle d'absorption en vide par collision, de ce qu'on appelle d'inhibition de la convection, on va pas rentrer dans le détail, mais de ces processus un peu compliqués, on se rend compte qu'en fait que K2-18b n'est probablement pas la bonne planète pour chercher ce type de planète ICN, que pour que ça fonctionne, il faut aller chercher des planètes qui sont à des insolations qui sont en fait beaucoup plus faibles et qui du coup sont pas si évidentes que ça à observer, et donc ça en fait des sites intéressants, potentiellement de planètes habitables, mais elles sont peut-être pas si faciles que ça à observer pour cette raison. Non, merci. Emeline, tu voulais compléter ? Compléter, mais c'est plutôt anecdotique. C'était juste, je voulais revenir sur le nom de ces planètes ICN, parce qu'on pourrait se demander d'où ça vient. En français, c'est moins évident, mais en anglais, en fait, ça vient de la contraction de hydrogène. Donc le I, H-Y vient de hydrogène, et puis le CN, en gros, vient de océan.
Et donc, ils ont contracté les deux pour faire le nom des planètes. Toujours sur le nom, il y a quand même eu un petit coup médiatique de ceux qui l'ont proposé, parce que c'est une pratique assez commune de certains groupes de nommer les choses pour se les approprier. En fait, ce type de configuration océan liquide sous une atmosphère d'hydrogène, il a été proposé dès la fin des années 90 par un scientifique qui s'appelle David Stevenson. Et il a été étudié bien avant que ce groupe, anglais propose cette terminologie, et oublie beaucoup de rappeler l'origine des théories là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse? Malheureusement, il y a une partie, très humaine finalement de la recherche, hein, qui veut, faire, qu'on mette sa marque finalement, voilà, dans la littérature, tout ça. Et je pense que donner, voilà, comme tu dis, le nom, un nom de planète comme ça, ça fait partie des façons un petit peu de marquer comme ça son territoire, hein. Alors je voulais revenir sur un point, mais qui est pas complètement, déconnecté de celui des atmosphères d'hydrogène. Au tout début des réflexions sur la zone habitable, quand les premiers chercheurs se sont intéressés à savoir, de combien on pouvait bouger la Terre, en l'éloignant, en le rapprochant du Soleil pour garder l'habitabilité. Au début, on trouvait un domaine extrêmement faible parce qu'effectivement, le climat est très, très sensible à l'insolation et en particulier, ça gèle très vite, dès qu'on s'éloigne si on ne touche pas à la composition de l'atmosphère. Et donc il y avait cette idée, OK, on peut être assez loin, beaucoup plus loin du soleil que la Terre et avoir de l'eau liquide, mais il faut pour cela, l'atmosphère adéquate. Et donc cette idée qu'il fallait, à une distance donnée, une insolation donnée, avoir la bonne atmosphère, c'était une façon, qui semblait nous dire que ça va être très, très rare de trouver la bonne combinaison. Mais il y a quelque chose qui a changé la donne et qui a revitalisé le concept de zone habitable, et j'aimerais que vous m'en parliez, peut-être d'abord Emmeline, c'est, le thermostat que produit le cycle du carbone sur Terre et qui a un petit peu relancé ce concept. Oui, donc effectivement, en fait, ce cycle du carbone, sur Terre, il est, permis par en fait la tectonique des plaques. Et ça, en fait, la tectonique des plaques, il y a pas mal de géophysiciens qui travaillent sur ce concept pour essayer d'extrapoler, en fait, si, on pourrait avoir, ce mode, finalement, de fonctionnement, de la géophysique des planètes, si on pouvait avoir ce mode, sur d'autres, planètes que la Terre, donc avec différentes tailles, différentes masses, tout ça. Et en fait, cette tectonique des plaques, elle permet justement ce cycle du carbone. Et en gros, ce qui se passe, c'est que le CO2 est, capturé, et piégé, retiré de l'atmosphère, hein, piégé dans des rosses qui ensuite, vont à l'intérieur de la Terre grâce à ces zones de subduction. Et ensuite ce carbone est relâché et ressort en fait, par, le processus de volcanisme dans l'atmosphère des planètes. Au niveau du volcanisme, en gros, la quantité de CO2 qui sort par le volcanisme est globalement, la même. Mais, par contre, l'efficacité avec laquelle on pièce le carbone au tout début du cycle, elle dépend fortement de la température. Et donc, si on a des températures, plus froides, cette captation du carbone est beaucoup moins efficace parce que ça nécessite en fait une, réaction chimique au niveau des roches. Et donc, par exemple, si on imagine une planète qui est, totalement recouverte par de la glace, bah, on coupe en fait, la possibilité de faire cette réaction entre l'atmosphère et les roches parce qu'il y a la glace qui bloque en fait ce contact. Et donc le CO2 ne peut pas être pompé, de l'atmosphère de cette manière. Mais par contre, de l'autre côté, le volcanisme le relâche en permanence. Et donc on va, accumuler le CO2 et donc accumuler ce puissant gaz à effet de serre et donc augmenter la température. Et puis à un moment, grâce à ça, on peut, dégeler finalement la surface d'une planète. Et donc au contraire, si les températures sont plus élevées, cette réaction, donc qui pièce de carbone est plus efficace. Et donc on diminue le carbone dans l'atmosphère et donc on diminue l'effet de serre et on diminue la température. Donc c'est vraiment un effet, comme tu le disais, de thermostat, thermique que ce cycle du carbone, permet. Et ça dépend fortement, voilà, de ce processus aussi de tectonique, des plaques. Ouais, Martin, tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Ce qui est intéressant, c'est que du coup, si on applique un petit peu ce processus à d'autres planètes, autour d'autres étoiles,
qui serait du coup potentiellement dans cette zone habitable dont on a parlé juste avant, et qu'on applique un petit peu ce concept-là de thermostat géophysique autour de ce cycle du carbone, ça, comme tu le disais, ça étend significativement la distance minimale et la distance maximale de cette zone. Donc ça a potentiellement un pouvoir extrêmement fort, un effet extrêmement fort sur la gamme finalement de distance orbitale ou d'insolation pour lesquelles une planète peut garder le liquide à sa surface. Et donc ça a amené notamment l'idée de ce cycle des carbonates silicates. On a voulu pouvoir le tester autour d'autres planètes. Et en particulier, il y a une recherche active, il y a eu et il y a encore une recherche active dans le système solaire, notamment sur Mars, d'essayer de mettre en évidence l'existence de ce cycle des carbonates silicates. On sait qu'il y a 3,8 milliards d'années dans le passé, l'atmosphère de Mars était propice à l'existence d'eau liquide. Et donc, on se pose et on s'est posé la question de savoir si à cette époque, il y a pu avoir, sur cette période de temps, un cycle du carbone qui aurait pu stabiliser le climat de Mars. Alors, il y a eu des campagnes d'observation qui ont été faites et qui ont montré qu'on trouvait à la surface de Mars finalement très peu de carbonate. Le carbonate, c'est ce que mentionnait Emeline, c'est un justement des puits du carbone attendu dans le cadre où ce cycle du carbone, ce cycle des carbonates silicates prendrait place. Mais j'ai entendu des rumeurs récentes, notamment grâce... donc ça, c'est un truc qui, je pense, dont on va parler bientôt dans les prochaines semaines et les prochains mois. Il y a des rumeurs récentes qui nous disent que, en fait, on pense avoir trouvé des carbonates sur certains terrains, notamment sur ce cratère de Gale, observé par la sonde Curiosity, et qui pourraient très probablement rebattre un petit peu les cartes, notamment sur la présence de carbonate et ce que ça implique, notamment sur l'existence un peu de ce cycle du carbone, ce cycle des carbonates silicates comme un processus générique dans la stabilité du climat d'une planète habitable. Oui, Emeline, tu voulais intervenir? Ouais, j'avais une question pour Martin. Est-ce que du coup, est-ce que pour moi, du coup, le cycle du carbone silicate, c'était quand même infiniment lié à cette tectonique des plaques? Donc, est-ce que les gens y pensent du coup que ça a été le cas pour Mars dans le passé ou est-ce qu'il y a d'autres moyens de faire ce cycle sans forcément invoquer la tectonique? En fait, tu as besoin du cycle des carbonates silicates, tu as besoin de la tectonique des plaques pour recycler le CO2, mais tu peux très bien avoir un cycle du carbone tant qu'il te reste encore du CO2 à dégazer. Oui, d'accord. Du coup, ça ne serait pas un cycle, mais ça ferait un thermostat quand même. Exactement. Une branche. Ouais, ok. Effectivement, le CO2 ne serait pas recyclé. Néanmoins, le processus de lessivage, donc le processus qui te donne Le puits. le puits, exactement, lui, pourrait continuer de persister. Simplement, le carbone ne ferait pas un cycle complet, ne pourrait pas être recyclé par la tectonique des plaques pour réalimenter du volcanisme plus tard. Donc en fait, ça sert que de puits, finalement. Alors, ça sert de puits pour pouvoir retirer le CO2 de l'atmosphère, mais ça sert quand même de source, parce qu'on s'attend également qu'il y ait du CO2 qui soit dégazé. Simplement, ce ne sont pas les mêmes molécules de CO2 qui sont dégazées et qui sont absorbées par le puits. Ce n'est pas un cycle complet, et donc le cycle fonctionne simplement si on a un réservoir qui est suffisamment élevé pour pouvoir dégazer le CO2 de manière continue. Et donc, dans ce contexte-là, pour que sur une planète, entre guillemets, sans tectonique des plaques, ce mécanisme puisse continuer à maintenir une planète habitable, il faut qu'il y ait suffisamment de CO2 dans le manteau de la planète pour pouvoir maintenir ce mécanisme. Et puis au moment où il n'y a plus suffisamment de CO2, le dégazage s'arrête et donc ce mécanisme s'arrête. Pour finir là-dessus, je ne voudrais pas laisser les auditeurs sans... Alors d'abord, deux choses. Mais la première, c'est quand même que vous nous expliquiez si ce cycle des carbonates qui thermostate la Terre va nous sauver du changement climatique. Puisque finalement, si on met trop de CO2 dans l'atmosphère, ils vont être pompés dans les carbonates. Alors, est-ce qu'on peut continuer business as usual et s'en remettre au puits des carbonates? Malheureusement non, Franck, désolée. Parce qu'en fait, ce cycle, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais le cycle, c'est vraiment des temps géologiques. Alors que nous, on est en train de mettre une quantité de CO2 dans l'atmosphère à des temps, je veux dire, infiniment géologiques. Donc c'est vraiment beaucoup plus rapide ce qu'on fait
que n'importe quel changement de quantité de CO2 que la Terre a dû, on va dire, amortir grâce à ce thermostat. Donc, il faudrait qu'on arrête d'injecter du carbone dans l'atmosphère et attendre, je sais pas, combien c'est. Est-ce que tu sais, Martin, toi, le temps, c'est probablement plusieurs centaines de millions d'années ou quelque chose comme ça. Le temps caractéristique, c'est de Ouais. l'ordre de centaines de milliers d'années à quelques millions d'années. Ouais, ok. Donc voilà, si tu as ce temps-là, je t'en prie, tu peux faire ça. Ouais. Et ce thermostat qui est lié au CO2 veut dire aussi que si on explore de l'habitabilité sous d'autres types d'atmosphères, hein, tu disais, Emeline, il y a plein de zones habitables, ça dépend du type d'atmosphère. On a parlé des atmosphères d'hydrogène, mais ça veut dire qu'il faut aussi identifier, savoir s'il existe le même type de thermostat pour d'autres compositions. Sinon, on retombe sur cette problématique que à taille de planète donnée et distance de planète donnée, il faut avoir pile la bonne quantité du constituant atmosphérique pour avoir de l'eau liquide. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais, ouais, c'est vrai que c'est pas évident parce que nous, on connaît bien le cycle du carbone parce qu'on l'a «sous les yeux» entre guillemets. Mais c'est vrai que ça devient beaucoup plus difficile après, d'imaginer, à quoi ça pourrait ressembler, pour une atmosphère d'hydrogène. Il faudrait trouver, alors moi je connais pas ça, mais il faudrait trouver une réaction entre l'hydrogène, et les roches qui soit semblable à celle, qu'il y a entre le CO2 et les roches, pour nous. Et c'est une bonne question. Je sais pas s'il y a des gens qui travaillent là-dessus. Mais en tout cas, je sais que l'hydrogène peut ressortir du côté du volcanisme. Donc on a la source, d'hydrogène qui peut être, identifiée. Mais alors par contre pour le puits, moi je saurais pas dire. Alors, on a parlé de l'effet de la rotation, l'effet de la tectonique des plaques, l'effet du type d'atmosphère et Martin, tu as commencé à en parler de l'effet, de l'étoile, de l'impact du type d'étoile. Qu'est-ce que le type d'étoile change sur cette habitabilité ou cette zone habitable? Il change beaucoup de choses, effectivement. Donc, déjà, l'effet numéro 1, l'effet au premier ordre, c'est le fait que donc il existe tout un tas d'étoiles dans la galaxie, des étoiles comme le Soleil, mais aussi des étoiles qui sont beaucoup plus massives, beaucoup plus brillantes. Puis des étoiles qu'on appelle des naines M, ou des étoiles rouges ou étoiles M, qui sont en fait les plus nombreuses dans la galaxie et autour duquel on trouve beaucoup d'exoplanètes, et qui, elles, sont pour le coup peu massives et très peu lumineuses. Et donc l'effet numéro 1, l'effet au premier ordre, hein, de l'étoile sur la zone habitable d'une planète, c'est l'effet de la luminosité. Donc une étoile qui est peu lumineuse va avoir une zone habitable qui va être assez proche d'elle, alors qu'une étoile qui est très lumineuse, donc très massive, va avoir une zone habitable qui va être très éloignée, simplement du fait que pour qu'une planète puisse maintenir des températures tempérées, il faut qu'elle se trouve à une distance très éloignée quand l'étoile est très lumineuse et puis une distance très proche quand l'étoile est peu lumineuse. Donc ça, c'est vraiment l'effet à l'ordre 1. Au premier ordre, les planètes habitables, si elles existent, autour de petites étoiles doivent être très proches de l'étoile et puis autour d'étoiles massives, très lointaines. Alors ensuite, une fois qu'on a dit ça, on peut rentrer dans des effets un peu plus subtils. Par exemple, on s'est rendu compte que, alors on sait depuis longtemps, hein, mais que les étoiles qui sont de faible masse, donc ont une température qui est plus faible par exemple que le Soleil, et donc sont rouges, et donc elles émettent, entre guillemets, plus de lumière, plus de photons dans le rouge, dans l'infrarouge. Pourquoi c'est important ? Parce qu'on sait qu'il existe un certain nombre de constituants des planètes, par exemple les gaz dans l'atmosphère des planètes ou par exemple les glaces à la surface des planètes. On sait que ces constituants ont tendance à mieux absorber la lumière dans le rouge plutôt que la lumière visible, celle qui est principalement émise par le Soleil, par exemple. Et la conséquence directe que ça a, c'est que pour une insolation donnée, une quantité de lumière donnée reçue sur une planète qui reçoit de la lumière plutôt rouge va avoir tendance à plus facilement chauffer qu'une planète qui reçoit des photons plutôt dans la lumière visible. Et donc ça va avoir des conséquences aussi sur la définition justement de cette zone habitable autour d'étoiles peu massives, qui sont justement les étoiles qui nous intéressent le plus en ce moment dans l'étude des planètes potentiellement habitables. Emeline, tu veux compléter ? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités qui sont faites avec les petites planètes. Un autre argument aussi en faveur de ces objets-là, c'est qu'en fait, la lumière qu'elles émettent... Donc Tu veux dire les petites étoiles, Emeline, pardon. Oh, Tu as j'ai dit dit les petites petites planètes. C'est Oui, pas grave, pardon. c'est pas grave. Non. Les petites étoiles.
C'est qu'en fait, elles ont une durée de vie beaucoup plus grande que les étoiles très massives. Donc, plus une étoile est massive, dans la vie d'une étoile, vous avez l'enfance, l'adolescence, qu'on appelle la préséquence principale en termes astronomiques. Et ensuite, vous avez la vie adulte qui va durer une certaine durée. Et donc, pour les étoiles très massives, en fait, cette durée de vie adulte est relativement courte. Donc ça veut dire qu'une planète dans la zone habitable va, rapidement, entre guillemets, «sortir de la zone habitable» parce que, par exemple, l'étoile va devenir, beaucoup trop chaude pour qu'elle puisse avoir de l'eau liquide à sa surface. Pour le Soleil, on parle de quelques milliards d'années. Mais par contre, pour les naines M dont parlait Martin, c'est vraiment, c'est encore plus long, en fait, que pour les étoiles comme le Soleil. Et donc en fait, il y a aussi, une chose à discuter, du fait qu'en fait, il y a beaucoup d'étoiles M. Elles ont, ces durées de vie, très, très grandes. Donc en fait, on pourrait imaginer, qu'il y a des étoiles M dans l'histoire de notre univers, hein, qui sont nées, beaucoup plus tôt que la naissance de notre système solaire et qui auraient potentiellement eu des planètes habitables pendant des milliards et des milliards d'années. Et donc, c'est aussi un argument, qui est rigolo parce qu'on pourrait se dire: «Bah, pourquoi, nous, on n'habite pas autour, d'une étoile M, finalement? Pourquoi on habite autour d'une étoile G?» Parce que finalement, il y a tellement d'arguments, qui disent qu'on peut avoir plein de planètes habitables et habitables pendant vraiment longtemps autour de ces petites étoiles. Comment ça se fait qu'on est là, nous, autour d'une étoile, G? Voilà, c'est rigolo de penser à ça. Et autour d'une de ces étoiles, justement, on a quand même un système, superstar. C'est le système, TRAPPIST-1. Est-ce que vous voulez, en parler un peu? Oui, avec plaisir. Déjà, je pense que comme, effectivement, vous nous aviez promis, de la bière, au tout début, au niveau de l'introduction, peut-être que c'est le moment de reparler de ça parce que c'est vrai que, pourquoi, trappiste? Et en fait, on reconnaît là, l'humour, belge. Parce qu'en fait, ce système de TRAPPIST-1 a été détecté, en fait, avec un instrument, un télescope qui s'appelle TRAPPIST. Alors, je me souviens plus, mais parce que les astronomes, ils sont très, très forts pour trouver des acronymes. Et donc TRAPPIST, c'est un acronyme. Je crois que le TR, c'est pour transiting. Oui, Donc bon, voilà, ils ont trouvé un acronyme qui aussi fait référence, évidemment, à la à fameuse bière. voilà, à la fameuse bière, TRAPPIST. Et donc en fait, TRAPPIST, c'était un prototype pour un futur instrument qui s'appelle Speculoos. Donc voilà, encore humour belge. Cette fois, on passe au petit biscuit après la bière. Et donc en fait, ce prototype, a détecté, en 2016-2017 un système planétaire, qui est vraiment remarquable et je pense que ça reste à ce jour le plus remarquable des systèmes planétaires. C'est autour d'une petite étoile, voilà, comme celle dont Martin a parlé. Elle fait à peu près, 9 la masse du Soleil, donc c'est vraiment, tout petit, tout rouge et elle a, au moins, voilà, 7 planètes, autour d'elle. Et parmi ces 7 planètes, il y en a, 3, qui sont dans cette fameuse, zone habitable, dont on a passé beaucoup de temps, sur la définition tout à l'heure. Il est vraiment remarquable ce système parce qu'en fait, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour, les gens qui font des climats et qui regardent l'habitabilité avec les 3 planètes de la zone habitable, mais aussi essayer de comprendre comment peuvent être les atmosphères des planètes qui sont, plus proches de la zone habitable. Mais aussi, il y en a, pour les gens comme moi qui s'intéressent au mouvement des planètes autour des étoiles. Donc il y a ce qu'on appelle des effets de marée. On n'en a pas encore trop parlé, je ne sais pas si on en reviendra par la suite. Mais il y a des effets de marée qui sont a priori, très importants pour ces systèmes. Le système est très compact, c'est-à-dire que les planètes sont très, très proches les unes des autres, contrairement, au système solaire. Et donc vous avez des interactions entre planètes qui sont énormes. Vous avez une configuration dynamique, qui est, très semblable à celle des satellites, de Jupiter. Et donc en fait, il est remarquable. Et en plus, il représente, voilà, une mine, d'observation, inégalée. À savoir le système, je pense, le mieux contraint après notre propre système solaire en termes de rayons, en termes de masse des planètes, en termes voilà, des orbites des planètes. Et en plus, s'il fallait encore rajouter à toute cette liste, eh ben, on fait en ce moment des observations avec le télescope spatial James Webb, dont Martin a parlé tout à l'heure, qui, visent à déterminer, si par exemple ces planètes ont des atmosphères et si elles ont des atmosphères, de quoi elles sont faites. Et donc, c'est voilà,
Vraiment, ça fait depuis plusieurs années, on est je ne sais pas combien dans la communauté à travailler, presque pratiquement que sur ce système. Déjà sur sa zone habitable justement, elle est extrêmement proche. Est-ce que vous pouvez la comparer à celle ou aux orbites, qu'il y a dans le système solaire pour, la visualisation vu qu'on a une étoile, type Ouais. rouge? Alors juste, c'est facile, toutes les planètes, donc même celles qui sont trop froides pour être dans la zone habitable, sont toutes à l'intérieur, de l'orbite. Si on devait comparer au système solaire, elles sont toutes plus proches que Mercure ne l'est du Soleil. Donc Donc c'est c'est vraiment vraiment, très compact. un système, miniature et en fait, il faut imaginer quelque chose qui est intermédiaire entre, ouais, le système de Jupiter et ses satellites et le système solaire. C'est-à-dire qu'il est presque plus proche du système de Jupiter et de ses satellites que du système solaire. L'étoile d'ailleurs est très, en taille, l'étoile, TRAPPIST-1 est très semblable à Jupiter. Donc c'est un petit système, miniature, un peu plus grand que le système de Jupiter et de ses satellites. Et c'est, le focus de beaucoup d'astronomes aujourd'hui, quoi. Oui, oui, oui. Tu as évoqué les marées qui est un de tes secteurs d'activité privilégiés et en fait qui touche à ce que vous faites tous les 2 parce que toi, Emmeline, tu t'intéresses à, justement au mécanisme même de marée, donc tu peux peut-être nous rappeler parce que nous, on associe souvent les marées, à l'océan qui monte et qui descend, hein, c'est bien plus de choses que ça et par ailleurs, ces marées affectent la rotation et donnent des climats, particuliers, dans le cas de rotation qu'on dit synchrone où, là, bah, vous êtes tous les 2 aussi experts au niveau de la simulation des climats. Donc on peut peut-être passer un petit peu de temps pour dire effectivement, comment ça change quand on considère l'habitabilité autour de ces petites étoiles à cause des marées. Alors Emmeline, tu peux peut-être nous rappeler un petit peu ce qu'on entend par marée et effet de Ouais. marée? Alors en fait, les effets de marée, ça vient du fait que, quand vous êtes, une planète à côté d'une grosse étoile, vous allez pas ressentir exactement, la même force gravitationnelle, si vous êtes, par exemple, du côté jour, ou du côté nuit. Vous êtes un petit peu plus proche de l'étoile quand vous êtes, du côté jour de la planète et un peu plus loin quand vous êtes du côté nuit et en fait ça, ce différentiel finalement de force gravitationnelle va avoir pour effet de déformer la planète. Et donc cette déformation, comme tu le disais Franck, on le voit nous, c'est une sorte de déformation de l'océan. Vous avez ces marées, qui reviennent, toutes les 6 heures. Mais il faut imaginer qu'en fait, ça déforme aussi, la partie solide, des planètes. Donc cette déformation en fait, elle va avoir après, un effet au niveau de l'orbite des planètes, mais aussi comme tu disais de la rotation. Et en fait, un des meilleurs exemples, c'est le système, Terre-Soleil, parce qu'on peut déjà expliquer pas mal de choses avec ça. Et donc en fait, les marées dans le système Terre-Soleil, ça a plusieurs effets. Un des effets, c'est de faire s'éloigner la Lune de la Terre et donc voilà, à quelques centimètres par an, la Lune, s'éloigne de petit à petit de nous. Par, «contrepartie» entre guillemets, le fait que la Lune s'éloigne de la Terre, ça change la rotation, de la Terre et en particulier, ça ralentit, la rotation de la Terre. Et donc dans le passé, la Terre tournait, beaucoup plus vite, que maintenant. Une autre, on va dire, une conséquence de l'interaction de marée dans le système, Terre-Lune est, le fait que si vous observez la Lune, vous pouvez l'observer le plus que vous voulez, vous verrez toujours que le même côté, de la Lune. À moins de prendre une fusée et d'aller voir, on est condamné à voir toujours le même côté de la Lune. Et donc ça, c'est, Martin en a parlé tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la synchronisation. C'est-à-dire qu'en fait, la Lune tourne sur elle-même à exactement la même vitesse qu'elle, tourne autour de la Terre. Et donc, au final, la rotation est dite, synchronisée. Et donc, si vous remplacez, la Terre par un soleil et la Lune par une planète, ça veut dire que la planète aura un côté jour permanent et un côté nuit permanent. Et ça, c'est vraiment l'état «final» entre guillemets de cette évolution, d'effet de marée. Et donc pour ces planètes autour des petites étoiles, on s'attend en effet à ce que leur rotation soit synchrone ou alors très proche de la synchronisation. Et aussi, ce qui est, particulier au système de TRAPPIST à cause du fait qu'il y a plusieurs planètes et que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des interactions entre les planètes. On peut aussi exciter en fait les excentricités, des planètes et si on excite ces excentricités, donc c'est vraiment l'ellipticité de l'orbite. Donc l'orbite est pas purement circulaire, elle est un petit peu aplatie. Donc ça veut dire qu'en fait la planète, sur son orbite, elle va toujours, ressentir une force gravitationnelle venant de son étoile un peu différente et donc de façon, permanente, elle va toujours être déformée.
Et cette déformation, ça a un autre effet, c'est de créer en fait de la chaleur au sein de ces planètes. Et là, on peut encore à nouveau faire l'analogie avec le système de Jupiter. Et on observe ça en fait dans le système de Jupiter avec le satellite Io, qui est le satellite le plus proche de Jupiter, qui est tellement déformé par ces effets de marée qu'il y a un volcanisme assez conséquent. Et en fait, toujours par analogie avec ce système, on pense que les planètes internes de TRAPPIST-1, par exemple, au moins la toute première, la planète B, elle est susceptible en fait d'avoir un chauffage de marée tel qu'on peut s'attendre à un fort volcanisme sur cette planète. Donc voilà, donc il y a vraiment beaucoup d'effets que les marées peuvent avoir sur ces planètes. Donc voilà, on a parlé de la rotation, mais aussi pour des systèmes multiplanétaires, il y a aussi le chauffage de marée qui peut jouer un rôle. Et en particulier, par exemple, pour la planète la plus habitable selon les simulations de Martin, qui est la planète E, le chauffage de marée serait semblable, a priori, au chauffage de marée, non, au chauffage qu'on a sur Terre, qui n'est pas dû aux marées, mais donc un chauffage un peu géothermique qui est semblable à celui de la Terre. Donc on pourrait s'imaginer pour cette planète potentiellement habitable, n'est-ce pas? Aussi une petite activité volcanique qui pourrait ressembler à ce qu'on a sur Terre. Donc être dans un cas particulier avec une planète qui montre tout le temps la même face à son étoile, c'est pas du tout négatif pour parler d'habitabilité potentielle sur cette exoplanète. Non, et je pense que Martin peut vous raconter plein de choses là-dessus. Ça peut même être positif dans certains cas. Dans le grand public et même, je voudrais dire, dans la plupart de la communauté scientifique des gens qui ne sont pas experts de cette question, on pense souvent à tort, et je parle en connaissance de cause, on pense souvent à tort que c'est quelque chose qui a forcément un impact négatif. Et notamment, je pense que ça vient du fait que, effectivement, dans certains cas, ça peut être négatif. Un exemple étant le fait que sur ces planètes synchrones, donc on s'attend à avoir finalement un contraste très très fort entre l'insolation côté jour et l'insolation absente côté nuit. On s'attend à avoir des contrastes de température extrêmement forts entre un côté jour qui est extrêmement chaud et une face nuit qui est extrêmement froide. Et donc, on s'attend, du fait de ce contraste très fort en température, à ce que, potentiellement, du côté nuit de la planète, la température soit tellement froide qu'on atteigne le point de condensation des espèces présentes dans l'atmosphère de ces planètes-là, et que donc, l'atmosphère s'effondre, c'est-à-dire littéralement, se transforme de la phase vapeur à la phase condensée, solide, soit liquide du côté nuit, et que donc, ces planètes-là perdent leur atmosphère. Ce qu'on sait maintenant, grâce à la simulation numérique des atmosphères, c'est qu'en fait, alors ce cas peut arriver, mais dans de nombreux cas, en fait, l'atmosphère, si elle est présente, suffit à transporter efficacement la chaleur du côté jour vers le côté nuit pour empêcher ou limiter ce mécanisme d'effondrement atmosphérique. D'un autre côté, j'ai parlé tout à l'heure au fait qu'il existe, et on sait maintenant, dans le cas des planètes synchrones, des mécanismes qui peuvent en fait favoriser l'habitabilité de ces planètes-là, notamment pour des planètes qui sont synchrones. Un mécanisme très simple, c'est simplement le fait qu'une planète synchrone a un contraste très très fort d'insolation entre le côté jour et le côté nuit, un contraste extrême, ce qui fait que quand une planète synchrone a une couverture d'eau globale, ce qui arrive si une planète a suffisamment d'eau pour que cette eau finalement recouvre la totalité de la surface, alors dans ce cas, c'est assez difficile, en tout cas pour une planète qui reçoit une insolation modérée, c'est assez difficile d'empêcher la présence d'eau liquide en surface côté jour, simplement par le fait que y a toujours de l'insolation de côté là, vu qu'il n'y a pas de cycle diurne, il n'y a pas de cycle saisonnier, entre guillemets, il y a toujours la bonne insolation, au moins côté jour, pour permettre de l'eau liquide à la surface côté jour. Donc ça, c'est plutôt un avantage. Il y a un avantage encore plus fort, je pense, dont j'ai parlé brièvement tout à l'heure, qui est lié au fait qu'on sait maintenant, grâce encore à la simulation numérique de l'atmosphère, en particulier à la simulation numérique 3D, que sur des planètes qui possèdent beaucoup d'eau, ce qui est le cas par exemple de la Terre, alors on ne possède pas beaucoup d'eau à l'échelle des planètes, mais on en possède suffisamment pour que sa surface soit entièrement recouverte ou presque par de l'eau. Alors on sait que sur ce genre de planètes, si elles sont en rotation synchrone, on s'attend à ce que les nuages se forment principalement côté jour. Pourquoi c'est important ? J'ai déjà donné quelques bribes tout à l'heure, mais pourquoi c'est important ? Parce que ces nuages, ils vont jouer un rôle stabilisateur extrême en se formant principalement côté jour. Si vous prenez une planète comme la Terre, vous la mettez en rotation synchrone, une expérience de pensée, les nuages vont se former côté jour, ils vont stabiliser le climat de la Terre. Si maintenant, vous prenez cette planète-là, que vous l'éloignez du Soleil, de son étoile, ces nuages vont se dissiper, et donc les nuages vont finalement moins bien réfléchir la lumière incidente, ce qui va tendre à réchauffer la planète, et donc la maintenir habitable.
A contrario, si on prend la même planète et puis qu'on la rapproche de son étoile, de son soleil, cette couche de nuages, elle va devenir de plus en plus épaisse, de plus en plus réfléchissante, et donc elle va être capable de maintenir une planète habitable finalement assez proche de son étoile. Et ça fonctionne uniquement pourquoi ? Parce que la planète a une rotation lente, avec un jour extrêmement long, et qui permet à cette couche de nuages finalement de se stabiliser suffisamment longtemps du côté jour pour opérer ce mécanisme de stabilisation dont je viens de parler. On a déjà là un panorama très varié des climats possibles en fonction du type d'étoiles, du type de composition de planètes, de leur rotation. On ne pourra pas jouer aujourd'hui avec tous les paramètres, mais si je joue là maintenant avec la forme de l'orbite, on a déjà évoqué son excentricité, son ellipticité. Qu'est-ce qui se passe si l'orbite est très excentrique et je ne sais pas, moi, la planète rentre et sort de la zone habitable? Oui. Emeline? Ouais, c'est rigolo parce que j'avais fait ça, j'avais regardé un petit peu ça il y a quelques années justement avec donc les modèles climatiques dont Martin a parlé, donc ces modèles 3D. Et donc je m'étais amusée à prendre une planète comme la Terre et puis effectivement à allonger son orbite jusqu'à des excentricités assez hautes. Et en gros, ouais, on peut avoir des cas assez rigolos en fait, où la planète peut être, donc en fait, quand vous avez une orbite elliptique, excentrique, le Soleil est dans un des foyers de l'ellipse. Donc vous passez à certains moments plus proche de l'étoile et puis vous y passez vite et puis après vous passez assez longtemps assez loin de l'étoile. Et en fait, ce que j'avais regardé à cette époque, c'était qu'en fait, si l'orbite est très elliptique, ben, on peut totalement geler en fait quand la planète s'éloigne trop de son étoile, donc quand elle est à la distance la plus éloignée de son orbite. Et donc, à l'époque, on parlait d'habitabilité temporelle, à savoir qu'une planète sur son orbite n'était pas habitable dans le sens qu'elle n'avait pas de l'eau liquide 100% du temps autour de son étoile. Donc, elle était par exemple habitable quand elle était le plus proche de son étoile. Et puis, si on poussait l'excentricité vraiment à des niveaux extrêmes, on pouvait même avoir le cas où, qu'on gelait totalement la planète, mais le passage, au périastre, donc le passage où la planète est le plus proche de son étoile, était tellement rapide que la planète n'avait même pas le temps, de faire fondre, sa glace et donc au final, elle était, tout le temps, boule de neige, finalement. Et donc, en fait, c'est vrai que c'est ça aussi qui est rigolo, donc quand on travaille avec les exoplanètes, c'est on peut s'amuser comme ça à imaginer des systèmes, totalement différents de la Terre, avec des excentricités, folles, avec, des obliquités, folles aussi. Et puis, voilà, essayer de comprendre un petit peu comment la résilience finalement de la présence d'eau liquide, à la surface. On a parlé de l'obliquité, l'angle que fait l'axe de rotation de la planète avec son orbite, le fait qu'elle est penchée, plus ou moins penchée. Et toi qui travailles un peu sur Mars, Mars, c'est peut-être juste pour nous donner un avant-goût d'un truc qui n'est pas très étudié, c'est les effets des climats avec l'obliquité. Mais qu'est-ce qui se passe sur Mars par rapport à l'obliquité qui peut nous donner aussi une fenêtre vers la diversité des climats d'exoplanètes? Ouais, alors je sais pas si c'est sur ce terrain-là que tu voulais m'emmener, mais en tout cas, on sait que l'atmosphère de Mars aujourd'hui, ça va faire écho à ce que je vous ai raconté tout à l'heure, elle est en partie effondrée au niveau de ses pôles. Et donc, si on regarde par exemple l'évolution de l'atmosphère de Mars à travers les années martiennes précédentes, ce qu'on voit, c'est que la pression atmosphérique de Mars, elle augmente et elle diminue selon le moment de l'année finalement où on l'observe. Et ça, c'est lié au fait que son obliquité aujourd'hui, qui n'est pas très différente de celle de la Terre en fait, est quand même suffisamment faible pour créer des contrastes de température. Alors non pas entre le côté nuit et le côté jour comme pour les exoplanètes, mais entre l'équateur et les pôles, qui est suffisante pour pouvoir condenser le CO2 de l'atmosphère vers la surface et donc former ces calottes de glace de CO2 que l'on peut voir à travers des images, notamment de télescopes en orbite de Mars. Ce qu'on sait maintenant, c'est que si par le passé l'obliquité avait été différente, et on a des preuves de ça, de nombreuses preuves de ça, il y a pu y avoir des époques où, quand l'obliquité notamment était relativement élevée, ce CO2 finalement a pu être déstabilisé au niveau des pôles, injecté dans l'atmosphère, où il va générer un fort effet de serre, et à l'inverse, des périodes de basse obliquité où ce CO2 va se condenser encore plus fortement au niveau des pôles et donc réduire la pression atmosphérique.
Alors, on pourrait se dire que c'est simplement des expériences de pensée. En fait, on a des structures géologiques à la surface de Mars que l'on ne peut expliquer que, par exemple, par l'existence de d'écoulements glaciaires de CO2 qu'on interprète comme des témoins passés de périodes de Mars où justement l'obliquité était soit beaucoup plus faible, soit beaucoup plus élevée. Et donc, on a des preuves via l'étude du climat de Mars aujourd'hui, mais aussi via l'étude des paléoclimats de Mars, donc c'est-à-dire Mars à travers les âges, que ce cycle d'obliquité, au moins pour cette planète-là, a eu un effet fort sur son climat et son évolution à travers les âges. Alors moi, j'ai une autre question et Franck va être très jaloux que je la pose parce que c'est un grand fan de science-fiction. Mais dans Star Wars, on a Tatooine, une planète sur laquelle on aurait 2 ombres, car elle orbite autour de 2 étoiles, 2 soleils. Est-ce que, aujourd'hui, on sait que les étoiles doubles existent, elles ont été, il y en a plein qui ont été découvertes. Est-ce qu'on pourrait avoir une planète habitable autour d'une étoile double? Bah, a priori, il y a rien, qui l'empêche, je pense. Alors après, c'est vrai que la thématique des étoiles, doubles, comme tu dis, il y a aussi, pas mal, de problèmes de dynamique, qu'il faut regarder parce que il faut que l'orbite de la planète, soit seulement, stable, autour de ces systèmes. Mais donc, il y a des gens qui travaillent là-dessus justement, essayer de voir si la zone habitable est dans la zone de stabilité des orbites des planètes. Mais effectivement, c'est des cas assez rigolos, où, il faut prendre en compte la luminosité qui vient des 2 étoiles, qui peut être différente d'ailleurs, l'une de l'autre. Et puis aussi, dans les systèmes, d'étoiles doubles, on a aussi plusieurs, configurations. Donc on peut avoir une planète qui tourne autour des 2 étoiles, mais aussi, on peut avoir une planète qui tourne d'une étoile avec une autre étoile, entre guillemets «pas loin», hein, qui tourne aussi, autour de l'étoile. Donc là aussi, on a des différentes configurations et qui seront aussi a priori assez différentes pour l'habitabilité des planètes. Ouais, en fait, d'un point de vue du climat, ce qui est assez, c'est un cas qui est assez fascinant, mais en fait, dans la pratique, dans l'extrême majorité des cas, d'un point de vue du climat, hein, finalement, que ce soit le cas où la planète tourne autour des 2 étoiles, ou la planète tourne autour d'une étoile qui elle-même tourne autour de l'autre étoile, on peut assez facilement se ramener d'un point de vue du climat à une planète qui tournerait aussi autour d'une seule étoile, soit dans le premier cas, finalement, un peu la moyenne des 2 étoiles. En général, quand il y a 2 étoiles, il y en a une qui est un peu plus massive, plus brillante, donc c'est elle qui va dominer, hein, le signal. Soit dans le deuxième cas, celui de la planète qui tourne autour d'une étoile qui elle-même tourne d'une autre étoile, bah finalement, ce système-là, d'un point de vue du climat, il est assez proche au cas de la planète qui tourne seule autour de l'étoile. Il y a un seul cas qui fera peut-être plaisir à Franck, où je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, c'est notamment le cas où on aura une planète qui tournerait, par exemple, autour d'une étoile massive, par exemple, et qui elle-même serait en orbite autour, enfin, l'une serait autour de l'autre, une étoile qui serait de plus faible masse. Alors dans ce cas, à un instant T évolué de l'évolution de la planète, la planète ressentirait comme si elle était uniquement autour de l'étoile massive. Et par contre, plus tôt dans l'histoire du système, quand la planète, quand l'étoile de plus faible masse était plus jeune, on pense que sa luminosité était beaucoup plus élevée. Donc on peut avoir un système où finalement, selon l'âge du système, on peut avoir des moments où l'étoile qui domine dans la signature, entre guillemets, de l'insolation reçue par la planète va changer en fonction du moment où on observe ce système. Juste pour rappeler, parce que les étoiles sont à peu près pour moitié, hein, dans la galaxie, dans des systèmes doubles ou multiples. Donc il y a ces cas effectivement qu'on dit circumbinaires où la planète est un Tatooine et tourne autour des 2, et l'autre est beaucoup plus courant et où il y a un système de 2, 3, 4, 5 étoiles, et une ou plusieurs des étoiles ont leur propre système planétaire. Et je voudrais juste faire réagir Martin, parce que le système le plus proche de nous, Alpha du Centaure, a 3 étoiles, et il y a une planète autour d'une de ces étoiles que Martin aime particulièrement. Tu peux juste nous dire un mot là-dessus? Ouais, effectivement, hein, c'est une planète qui s'appelle Proxima b. Donc elle tourne autour d'une étoile qui s'appelle Proxima du Centaure, qui est en ce moment, c'est pas tout le temps, mais en ce moment, en tout cas pour un certain nombre d'années, un certain nombre de milliers d'années, l'étoile la plus proche de nous. Et pourquoi on s'y intéresse? Parce que, un peu comme le système TRAPPIST-1, c'est un système qui est et qui va devenir assez iconique, pas que parce que c'est un système qui est très proche de nous, le plus proche, mais aussi parce que cette planète-là, Proxima b, c'est une planète qui a une masse à peu près similaire à celle de la Terre, une insolation à peu près similaire à la Terre, et on pense, dans les prochaines années, notamment à partir de grands télescopes depuis le sol,
un télescope qui s'appelle le télescope européen extrêmement large, en particulier, qu'on sera capable de pouvoir observer cette planète et la connaître en plus de détails, en particulier savoir si oui ou non elle a une atmosphère, peut-être des nuages, une surface glacée, et ce genre de questions. Et donc, pour toutes ces raisons, ça fait vraiment de cette planète-là vraiment un système, une planète iconique. J'adore les télescopes géants, donc forcément, tu as parlé de celui-là. Est-ce que tu veux un tout petit peu en parler? Quand est-ce qu'il sera construit? Quelle taille il fera, s'il te plaît? Oui, alors là, en l'occurrence, quand on s'intéresse à Proxima b, on pense à l'ELT, donc le télescope européen extrêmement large, qui est actuellement en construction au Chili, et qui, me semble-t-il, est prévu, on l'espère, pour 2028, ou quelque chose comme ça. La petite subtilité, c'est que les instruments qui permettront, eux, d'observer la planète pour pouvoir répondre aux questions que je viens de mentionner, eux, ils seront probablement prévus un peu plus tard, en 2030, 2031, 2032. Je pense à un instrument sur lequel je suis impliqué qui s'appelle Andes, et qui permettra notamment d'observer cette planète-là par une technique qui s'appelle la technique de la lumière réfléchie. Alors ce télescope-là, il va servir à plein de choses différentes, mais en particulier, on a bon espoir que grâce à ce télescope, on puisse mesurer la lumière qui serait émise par Proxima du Centaure l'étoile, qui viendrait se réfléchir soit sur la surface ou les nuages de cette planète, Proxima b, si elle a des nuages par exemple. Cette lumière ensuite va revenir vers nous, vers ce télescope-là. On va pouvoir l'analyser, l'étudier et justement en déduire si oui ou non cette planète-là, Proxima b, a une atmosphère, des nuages et s'il y a des choses intéressantes à sa surface. Pour compléter, le télescope ELT, donc télescope européen extrêmement grand, il fera quand même 39 mètres de diamètre et ce sera le géant, l'ultime, le géant, le télescope le plus grand sur Terre, qui regarde dans la lumière visible et infrarouge. Donc, on a vu plein de critères pour étudier ou non l'habitabilité des exoplanètes, la rotation, le cycle du carbone avec la tectonique des plaques, le type d'orbite, le type d'étoile, etc. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on aurait oublié d'évoquer jusque-là, Martin? Ouais, je pense qu'il y en a un qui est majeur. Je vais le mentionner, mais je vais pas donner beaucoup d'éléments de réponse. C'est la quantité d'eau. Donc, pour l'instant, on est un peu dans le flou, dans l'inconnu dans le monde des exoplanètes finalement habitables. Déjà, quelle est la fraction de planètes habitables? Et puis surtout, pour des planètes qui sont en zone habitable, en moyenne, quelle est leur quantité d'eau? Ont-elles des quantités d'eau très élevées, très faibles? Et comment cette quantité d'eau-là va impacter ou pas leur capacité à avoir de liquide en surface et donc à rester habitable? Ce qu'on sait en particulier, pour faire écho à ce qu'on a dit sur le cycle du carbone, on sait que, a priori, pour que ce cycle des carbones fonctionne, on a besoin d'une planète où des continents et des océans sont à l'interface. Et donc, un peu naïvement, on pourrait penser que sur une planète qui, par exemple, a trop d'eau, tellement d'eau que sa surface est entièrement recouverte, de plusieurs dizaines, de plusieurs centaines de kilomètres de profondeur, on peut s'attendre à ce que ce cycle, finalement, du carbone soit très fortement affecté, altéré. Alors, il y a des arguments qui vont dans un certain sens, d'autres qui vont dans d'autres. On a du mal, pour l'instant, à essayer de bien comprendre quels sont l'ensemble des processus qui vont affecter le cycle du carbone sur ce genre d'objet. Donc ça, c'est vraiment ça fait l'objet de recherches en cours, de savoir comment la quantité de CO2 stabilise ou pas le climat de cette planète-là. Et pourtant, c'est vraiment crucial parce que c'est ça qui va déterminer a priori, pour une planète qui serait dans la zone habitable de son étoile, qui aurait beaucoup d'eau, si cette planète va pouvoir garder cette eau sous forme liquide ou pas. Et donc, en particulier, il y a tout un tas de scénarios où finalement, le puits serait très peu efficace. C'est notamment le cas, par exemple, il y a un mécanisme de rétroaction positive dont on s'attend à ce qu'il prenne place sur des océans très profonds, qui nous dit que quand finalement un océan devient de plus en plus chaud, la quantité de CO2 qui peut se dissoudre dans cet océan tend à diminuer, et que donc, si on prend une planète avec des océans globaux extrêmement épais, profonds, et qu'à un moment donné, finalement, pour une raison X ou Y, sa température augmente, et qu'on attend le point limite, entre guillemets, de stockage de CO2 dans cet océan, alors le CO2 va se relarguer dans l'atmosphère, ce qui va produire de l'effet de serre, mais qui va augmenter la température de l'océan, qui va relarguer encore plus de CO2, et on a comme ça un emballement de l'effet de serre du CO2 lié à ce pouvoir de dissolution de l'océan. Là, je donne juste un exemple. Dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué, et on a vraiment besoin de continuer ces recherches sur le cycle des carbones sur ces objets extrêmement riches en eau, en particulier pour savoir si oui ou non ce sont des sites intéressants
des objets intéressants. A priori, oui, hein, mais potentiellement aussi intéressants ou pas que des planètes qui ont la bonne quantité d'eau pour avoir une interface océan-continent. Ouais, je voulais aussi, rajouter quelque chose. Alors, pas du tout dans le style de ce que Martin vient de dire, mais comme on a beaucoup parlé des petites étoiles, je voulais aussi, parler du fait que, une des grandes différences aussi de ces petites étoiles avec, des étoiles comme le Soleil, c'est qu'elles sont beaucoup plus actives que le Soleil et en particulier, elles ont des rayonnements énergétiques beaucoup plus, forts que le Soleil et ça aussi, ça peut avoir un impact, sur l'habitabilité et aussi la «stabilité» entre guillemets des atmosphères. Savoir que ça peut faire s'essaper les atmosphères et Martin sera d'accord quand je dis que sans atmosphère, on ne peut pas avoir d'eau liquide à la surface d'une planète et donc il y a aussi, pas mal de recherches, qui sont faites dans cette direction et en ce moment, justement, on parlait des planètes de TRAPPIST et des observations, du télescope, spatial James Webb. En ce moment, on est un petit peu, sur le bord de notre chaise parce qu'on a des observations, James Webb, qui montrent que, bah, les planètes internes du système, elles auraient peut-être pas, une atmosphère épaisse. La baie, peut-être que même elle a pas du tout d'atmosphère et donc du coup, en ce moment, on est en train d'anxieusement, attendre les nouveaux résultats James Webb, pour, ne serait-ce savoir si ces planètes ont une atmosphère. Donc voilà, je voulais juste rajouter ça aussi ici et puis aussi ces rayonnements énergétiques, si on parle cette fois de la vie, potentielle à la surface de ces planètes. Ces rayonnements énergétiques peuvent être aussi assez, «mauvais» entre guillemets pour la vie à la surface de ces objets-là. Donc il y a aussi, toute cette dimension, dont on n'a pas trop parlé, mais qu'il faut aussi, prendre en compte. Très bien, donc on a parlé beaucoup de choses potentielles, hein, qu'est-ce qui est permis et interdit, sur les planètes qu'on trouve. C'est passionnant, c'est aussi un peu frustrant. Est-ce que l'observation va pouvoir, nous permettre de confronter ces théories à l'observation? Est-ce que, pour passer d'une habitabilité, potentielle à une planète, qui possède effectivement, de l'eau liquide, une atmosphère, ou comme tu disais pour TRAPPIST-1b, ou qu'elle n'en a pas du tout? On a déjà un petit peu parlé de l'ELT, mais comment vous voyez un petit peu ça dans l'avenir? À partir de quand et avec quels instruments vous pensez qu'on pourra faire des comparaisons entre ces modèles et et des données, Emeline? Bah, oui, effectivement, avec le James Webb, là, pour l'instant, ça a l'air un peu difficile. Donc il y a plein de gens, dont, plusieurs personnes ici, qui sont impliquées, sur des observations de James Webb, qui visent à voir si seulement on peut avoir, une atmosphère. Donc sur une de ces planètes, il y a une atmosphère, bah, là, on va pouvoir comparer au modèle, effectivement. Là, actuellement, te pour par exemple, pour la planète B, ce qu'on peut faire, c'est comparer avec des modèles, de surface, donc de roches à la surface. Pour TRAPPIST, bon, il faut rester optimiste, mais on va dire qu'on ne sait pas trop, vers où ça va mener. Mais après, donc on a beaucoup parlé de l'ELT et de Proxima, j'espère que la réponse viendra, voilà, si elle ne vient pas de TRAPPIST, qu'elle viendra au moins de là. Martin a beaucoup travaillé là-dessus, mais avec cette méthode, dont il a parlé de lumière réfléchie, contrairement, à d'autres méthodes d'observation des caractérisations des atmosphères, là, on peut vraiment, aller, caractériser la surface même s'il y a une atmosphère. Parce que finalement, en lumière réfléchie, ça paraît un petit peu barbare de dire: «OK, la lumière réfléchie d'une planète», mais en fait, quand vous voyez des photos, de la Terre prises depuis l'espace, bah, finalement, c'est ce que vous voyez et donc qu'est-ce que vous voyez de la Terre depuis l'espace? Vous voyez, les nuages, vous voyez, des continents, vous voyez l'océan et donc cette méthode, enfin, ouais, cette technique de lumière réfléchie nous permettrait éventuellement de, entre guillemets, «voir la surface». Alors, on la voit pas vraiment dans le sens où on a que un point, 1 pixel entre guillemets. Mais, donc Martin, il a pas mal travaillé, je le laisserai compléter, mais il a pas mal travaillé sur le fait que quand on a un océan, on peut voir, ce qu'on appelle le glint, en anglais, c'est la réflexion spéculaire, je crois, on appelle ça. Donc qui est, qui a un effet un peu géométrique, voilà, de la réflexion du soleil sur une surface, liquide, d'eau liquide qui permet de booster un petit peu le signal en lumière réfléchie et si on observe, un jour ce glint, on saurait qu'il y a de l'eau liquide à la surface, et bon, évidemment, on saurait qu'il y a aussi une atmosphère et donc c'est vrai que cette, technique, hein, qui est, relativement, «récente» entre guillemets, je pense il y a beaucoup de promesses en fait, qui viendront de ça
et peut-être voilà, la détection du premier exo-océan un jour. Pour compléter du coup sur ce que disait Emeline, un truc que je trouve assez intéressant et paradoxal en même temps, c'est que un peu naïvement, si on se disait voilà, le premier truc qu'on puisse faire si on veut savoir si une planète est habitable, donc avoir de l'eau liquide à sa surface, ce serait déjà de détecter de l'eau, de détecter de la vapeur d'eau dans son atmosphère. Il se trouve qu'on sait maintenant, en étudiant l'atmosphère de la Terre, de Mars, et puis de manière générale, étudier l'atmosphère des planètes à l'aide de modèles, on sait maintenant que sur des planètes habitables, en fait, on s'attend à ce que, du fait de la manière dont l'atmosphère se comporte, que sur une planète habitable, ou en tout cas sur la plupart des planètes habitables, que la vapeur d'eau, même si elle existe en contact avec l'océan sur ces planètes-là, on pense que cette vapeur d'eau-là, elle est en fait restreinte à la partie très basse de l'atmosphère, simplement par le fait que sur une planète avec des océans, cette vapeur d'eau, elle va se mélanger, puis en se mélangeant, elle va se condenser en montant dans l'atmosphère, former des nuages, et puis elle va se réduire au fur et à mesure qu'on monte haut dans l'atmosphère. Et la plupart de nos techniques d'observation de ce genre de planète, en fait, elles sont plutôt haut dans l'atmosphère, et donc elles n'ont pas la capacité de détecter la vapeur d'eau qui, un peu naïvement, serait le meilleur moyen de dire si une planète peut être habitable ou pas. Puisque, bien sûr, il faut de l'eau en premier lieu pour qu'une planète soit habitable. Et ce qui est intéressant, c'est que la technique de lumière réfléchie dont tu as parlé, Emeline, elle a au moins 3 avantages. Le premier, c'est qu'elle donne des éléments, des marqueurs concrets, directs, effectivement, de l'habitabilité d'une planète via ce glint, cette réflexion spéculaire dont tu as parlé, Emeline. Elle permet aussi, parce qu'elle est capable de sonder très profondément dans l'atmosphère d'une planète, elle permet, malgré cet effet dont je viens de vous parler jusque-là, de la condensation de l'eau, en fait, d'accéder à l'absorption de la vapeur d'eau dans les couches les plus basses de l'atmosphère. Et puis, elle permet, et ça je pense que c'est un truc potentiellement extrêmement prometteur, elle permet, notamment parce que cette technique est très sensible au pouvoir de réflexion d'une planète, donc à son albédo, elle est très sensible à l'existence de nuages présents dans l'atmosphère d'une planète. Et donc si, par exemple, la planète Proxima b, dont on a parlé tout à l'heure, qui sera la meilleure cible pour faire cette technique, possède un océan à sa surface, que cette planète est en rotation synchrone, et si vous vous rappelez ce que j'ai dit un petit peu plus tôt dans cette discussion, qu'on s'attend que ces planètes-là aient des nuages qui soient localisés du fait de leur rotation synchrone, principalement au point substellaire, eh bien on s'attend à ce un marqueur direct de l'existence de ces océans soit un albédo ou un pouvoir de réflexion très important de ces planètes-là. Et ça pourrait être un autre marqueur indirect, mais prédit par nos modèles de l'habitabilité d'une planète comme Proxima b. Merci pour toutes ces informations. Alors, on a une dernière question qui est traditionnelle, même si vous avez commencé à bien y répondre déjà. C'est est-ce que vous pourriez nous parler de votre recherche, de ce que vous faites au quotidien et comment est-ce que votre recherche s'applique à la question de la vie ailleurs? Martin? Ouais, donc moi, mon expertise principale, c'est la modélisation. Et donc, on vous a parlé beaucoup, Emeline et moi, depuis le début de cette discussion de modèles numériques de climat. Et donc, on développe, on fabrique depuis des années, des décennies même, dans mon laboratoire et dans plusieurs laboratoires en France et même en Suisse, collaboration avec Emeline entre autres, un modèle communautaire numérique du climat qui permet de simuler en 3D, en 3 dimensions, altitude, longitude, latitude, les atmosphères d'à peu près tous les types de planètes. Et donc, une partie importante de mes activités de recherche, elle porte vraiment sur l'amélioration continue de ce modèle pour y implémenter notamment des processus de plus en plus sophistiqués pour essayer de décrire de manière de plus en plus réaliste, finalement, tous les processus dont on a parlé jusque-là, et qui, pour la question d'aujourd'hui, sont importantes parce qu'elles ont un effet direct sur l'habitabilité des planètes. Un aspect ensuite un peu plus direct de ce que je fais en ce moment, c'est notamment d'essayer d'utiliser ces modèles-là pour les comparer aux observations, notamment des petites planètes. Et le meilleur jeu d'observation qu'on ait pour le moment à disposition, c'est les données notamment du télescope spatial James Webb. Donc, je travaille pas mal avec Emeline, Franck ici, sur l'interprétation notamment des données du télescope James Webb sur le système TRAPPIST-1. Les nouvelles sont pas forcément super bonnes en ce moment, mais comme le type du podcast, c'est un nouvel espoir, j'aimerais mentionner un nouveau système qui est peut-être un peu plus prometteur que TRAPPIST, en tout cas en l'état de nos connaissances, qui est notamment le système de LHS 1140, qui va, je pense, faire parler un peu dans les prochaines semaines et prochains mois, parce que c'est un système assez intriguant. Donc à part le système TRAPPIST-1, c'est le seul système en fait où on a une planète dans la zone habitable de l'étoile et qui est dans les suffisamment bonnes conditions pour qu'on puisse l'observer et essayer d'en déduire des choses avec le télescope James Webb.
Et c'est vraiment le seul système, à part TRAPPIST-1, où on peut faire ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pensait, du fait de la configuration de ce système-là, de la planète en question, LHS 1140b, on pensait que, du fait de sa faible densité, que cette planète-là était dans la catégorie des mini-Neptunes, donc avec une enveloppe d'hydrogène, etc. Et donc, si on réfère à ce qu'on a dit tout à l'heure, pas forcément très propice, finalement, à l'existence d'un océan d'eau liquide en surface. Et là, tout récemment, on vient d'avoir 2 observations indépendantes avec le télescope spatial James Webb qui nous révèlent que, en fait, la planète ne peut pas être une mini-Neptune. Parce que si elle était une mini-Neptune, on aurait dû le voir dans les signatures observées par le James Webb. Et ce qui veut dire que la seule explication probable en l'état, alors bien sûr, oui, la recherche en cours, hein, donc on est susceptible d'évoluer, mais la seule explication probable, ou la plus probable qu'on ait à proposer en l'état, c'est que la planète ait des quantités très importantes en volatiles, donc c'est-à-dire en matériaux peu denses, qui peuvent être comme de l'eau, du CO2, etc. Ça, c'est la seule manière qu'on ait en l'état d'expliquer à la fois les données qu'on avait sur la densité de la planète et à la fois les mesures qu'on a faites avec le télescope James Webb. Et donc, ça pourrait en faire la première cible, finalement, de planètes en zone habitable qui soit finalement propice à avoir gardé une atmosphère et peut-être même à avoir des quantités de volatiles importantes à sa surface et donc peut-être de l'eau à sa surface. Ça, c'est le nouvel espoir. Emeline? Dans mon groupe, on travaille sur pas mal de choses différentes. Donc, les climats, ça fait partie d'une des choses. Et donc, on travaille en collaboration avec Martin, par exemple. Donc, je ne veux pas forcément revenir là-dessus. Et puis après, pour l'autre aspect, donc, qui est plus en lien avec les marées, comme vous l'avez peut-être compris pendant le podcast, c'est aussi un des trucs qui m'intéresse. Donc là, j'ai un étudiant qui s'appelle Alexandre, qui bosse pas mal justement sur le système de TRAPPIST-1. Et comme je vous ai dit qu'il était super intéressant pour tout ce qui était dynamique, tout ça. Et donc, il étudie à la fois justement le chauffage des marées, mais aussi essayer de comprendre si les rotations des planètes sont réellement synchrones ou si elles peuvent être un peu différentes. Et on trouve en particulier qu'elles peuvent être pas forcément parfaitement synchrones. Voilà, bon, moi je trouve ça intéressant en tout cas. Et, et puis aussi un autre truc qui est assez rigolo, totalement différent cette fois une postdoc dans mon groupe fait à Siena. C'est qu'en fait, elle étudie un petit peu cette période dont Martin parlait, quand Mars avait de l'eau liquide à sa surface. Et en fait, ce qu'elle est en train de faire, c'est elle reproduit un peu des conditions possibles de l'atmosphère qui permettraient à l'eau liquide d'être stable à la surface de Mars dans le passé, donc des conditions sur lesquelles Martin, justement, a travaillé. Et on simule ces conditions en bouteille, entre guillemets. Et puis, on regarde si des organismes qui s'appellent des archées peuvent survivre à ces conditions pour voir éventuellement si une forme de vie aurait pu survivre sur cette planète Mars primitive et voir si ça peut nous donner des indications sur où on serait plus susceptible de trouver la vie aujourd'hui sur Mars ou à la surface de Mars. Donc ça aussi, c'est un truc assez chouette. Donc, tous les deux, vous revenez un peu dans le système solaire aussi. C'est vrai. Eh bien, merci beaucoup. Merci infiniment, Emeline et Martin, d'avoir partagé vos connaissances et un verre de bière trappiste avec nous. On remercie aussi les auditrices et les auditeurs d'être là pour ce nouvel épisode Venu d'ailleurs, un podcast qui est soutenu par la Fondation L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science et par le réseau Origins de l'Université de Bordeaux. Après cette mission interplanétaire, nous vous proposons de nous retrouver prochainement pour un nouvel épisode où nous parlerons recettes de cuisine pour identifier les exoplanètes d'intérêt pour notre recherche de vie ailleurs. À très bientôt, même univers, même galaxie, même planète, sur le podcast Venu d'ailleurs.